Il est entré dans le monde des mathématiques non comme un étudiant, mais comme un conquérant. Physicien de formation, il n'avait même jamais obtenu de diplôme dans ce domaine. Pourtant, il se tenait devant ses plus grands esprits pour recevoir leur plus haute distinction, la médaille Fields. Cet acte unique a fait voler en éclats les frontières entre deux disciplines. C'était un esprit capable de voir l'architecture cachée de l'univers, un langage de cordes vibrants et de 11 dimensions, et de le traduire en mathématiques pures et élégantes. Il ne se contentait pas de résoudre des problèmes, il révélait une nouvelle réalité. N'oublie pas de mettre un like, de laisser un commentaire et de t'abonner. Soutiens le contenu qui t'intéresse, il y en aura plus. Edward Witten était né en 1951 à Baltimore, dans le Maryland, au sein d'une famille profondément immergée dans le monde de la physique théorique. Son père, Louis Witten, était un physicien respecté qui travaillait sur la théorie de la relativité générale d'Einstein. Pour le jeune Edward, cela signifiait grandir dans un foyer où les lois fondamentales de l'univers n'étaient pas des concepts abstraits tirés d'un manuel, mais le sujet des conversations quotidiennes à table. L'air qu'il respirait était imprégné de discussions sur l'espace-temps courbe, les champs gravitationnels et les mathématiques ésotériques qui les décrivaient. C'était un langage parlé aussi couramment que l'anglais, un bourdonnement intellectuel constant qui définissait le foyer. L'attente implicite de la part de la famille, comme des pères, était claire. Le fils du physicien suivrait sûrement la voie de son père. Cela semblait prédestiné, un héritage qui attendait d'être revendiqué. Mais le jeune garçon dans cette maison de la physique n'écoutait pas, avec une attention captivée. En fait, il s'efforçait activement de l'ignorer, tandis que son père se débattait avec l'architecture cosmique de la réalité. Edward se sentait attiré par les récits de l'histoire humaine, les subtilités du langage et le grand drame désordonné de la politique. La présence constante du discours scientifique ne l'inspirait pas. Elle ressemblait plutôt à un bruit de fond qu'il essayait d'ignorer. Comme il le confiera plus tard, la voix du physicien était la seule chose qu'il était certain de ne pas vouloir suivre. C'était un cas classique de rébellion, mais une rébellion intellectuelle. C'était comme grandir dans une maison remplie des symphonies grandioses de Bach et de Beethoven, alors que tout ce que l'on voulait faire était de prendre une guitare électrique et de jouer du rock and roll. La certitude élégante de la physique lui semblait contraignante, tandis que le récit chaotique de l'humanité lui paraissait libérateur. C'était un enfant brillant, mais son génie était résolument tourné à l'opposé de l'affaire familiale. Cette rébellion intellectuelle se consolida lorsqu'il s'inscrivit à l'université Brandeis à la fin des années 1960. Dans une démarche qui a dû déconcerter sa famille, il choisit comme matière principale non pas la physique ou les mathématiques, mais l'histoire. Il y ajouta une matière secondaire en linguistique, renforçant sa fascination pour le monde humain plutôt que pour le monde physique. Brandeis était à l'époque un creuset d'effervescence intellectuelle et politique, un lieu où les grandes questions de société étaient débattues avec une passion ardente, tant dans les salles de classe que dans les dortoirs. C'était l'environnement parfait pour un jeune homme à l'intellect sans limite, bien qu'apparemment sans orientation précise. Il plongea tête la première dans les sciences humaines, explorant l'ascension et la chute des empires, les structures des langues anciennes et les courants philosophiques qui ont façonné les civilisations. Il était le portrait d'un prodige sans direction claire. Ses professeurs voyaient un esprit capable d'une rigueur analytique extraordinaire, mais celle-ci était appliquée à la dissection de textes historiques et à l'analyse de structures grammaticales et non à des équations. Il n'étudiait pas seulement des sujets, il cherchait un système, un grand cadre pour donner un sens au monde. Peut-être, pensait-il, les réponses se trouvaient-elles dans la compréhension des schémas des conflits humains, ou dans la logique profonde et sous-jacente du langage qui façonne la pensée humaine. Pendant un temps, il semblait que l'œuvre de sa vie se déroulerait dans une bibliothèque entourée de manuscrits anciens, ou peut-être sur le terrain, à documenter des langues en voie de disparition. Le monde de la mécanique quantique et de la relativité semblait à des millions de kilomètres. Il se constituait une boîte à outils
intellectuelle impressionnante, mais personne, probablement pas même lui, ne savait ce qu'il prévoyait de construire avec. Son esprit était un moteur de haute performance, mais il tournait au ralenti, à la recherche de la bonne route. La route qu'il choisit ensuite l'éloigna encore plus de la science pour le plonger directement au cœur de ce drame humain désordonné qu'il trouvait si fascinant. C'était en 1972 et les États-Unis étaient profondément divisés par la guerre du Vietnam. La campagne présidentielle du sénateur George McGovern représentait une vague d'idéalisme anti-guerre, une tentative passionnée, presque désespérée, de changer le cours de la nation. Pour un étudiant en histoire de 21 ans, fasciné par les forces qui façonnent la société, c'était un appel à l'action irrésistible. Wheaton mit sa vie universitaire en suspens et rejoignit la campagne de McGovern, désireux de passer de l'étude de l'histoire à sa fabrication. Il travailla comme assistant, s'immergeant dans le monde frénétique, plein d'espoir et souvent chaotique d'une campagne politique nationale. Cette expérience, cependant, s'avéra être le tournant le plus important de sa vie. Non pas parce qu'elle alluma une passion politique, mais parce qu'elle en éteignit une complètement. Il découvrit rapidement que la réalité de la politique était à des années-lumière des systèmes logiques et clairs auxquels il aspirait. C'était un monde d'ambiguïté, de compromis nécessaires qui lui semblaient intellectuellement malhonnêtes. Il ne s'agissait pas de trouver la meilleure solution objective, mais de construire l'argument le plus persuasif, d'apaiser des intérêts contradictoires et de naviguer dans les courants imprévisibles de l'opinion publique. Il vit que la passion et l'idéalisme ne faisaient souvent pas le poids face au pouvoir établi et à la machine politique. Le travail était éreintant, les revers constants, et le but ultime, la victoire, semblait s'éloigner de plus en plus chaque semaine. Wheaton réalisa quelque chose de fondamental sur lui-même dans les salles enfumées et les sessions de stratégie nocturne. Il expliqua plus tard qu'il n'avait tout simplement pas la bonne personnalité pour cela. Le besoin constant de négociation, l'acceptation des demi-mesures, la nature même du discours politique lui semblait étranger à sa façon de penser. Il avait besoin de problèmes avec des réponses définitives, où la vérité n'était pas une question d'opinion ou de consensus, mais pouvait être prouvée avec logique et rigueur. La campagne se solda par une défaite écrasante pour McGovern, un coup terrible pour les idéalistes du mouvement. Mais pour Edward Wheaton, la désillusion fut personnelle et profonde. Ce n'était pas seulement une défaite politique, c'était l'effondrement d'un avenir potentiel. Il avait essayé de trouver sa place dans le monde humain de l'histoire et de la politique et l'avait trouvé décevant. Le manque de structure, l'irrationalité inhérente, les infinies nuances de gris n'étaient pas un défi à surmonter, mais un marécage dont il devait s'échapper. Il avait exploré l'histoire, le langage et la politique et les avait tous trouvés décevants. Maintenant, avec une licence en histoire, il allait prendre une décision qui semblait non seulement non conventionnelle, mais complètement insensée. Avec le monde de la politique en ruine fumante, dans son rétroviseur, Edward Wheaton se trouvait à un carrefour intellectuel. Le chemin du retour vers l'histoire était peu attrayant, un paysage d'ambiguïté qu'il ne pouvait plus tolérer. Le chemin à suivre était, selon toute mesure rationnelle, impossible. À 22 ans, armé d'une licence de lettres en histoire, il prit une décision d'une audace presque stupéfiante. Il deviendrait un physicien théoricien. Ce n'était pas un simple changement d'intérêt, c'était une déclaration d'intention de prendre d'assaut la plus haute forteresse de la science, non pas par la grande porte avec des années de formation, mais en escaladant les murs abrupts et inexpugnables avec pour seule arme sa force intellectuelle brute. Il commença à postuler au programme de 3e cycle en physique et en mathématiques les plus prestigieux du pays, des institutions comme l'Institut de technologie de Californie et l'Université de Princeton. La candidature était une anomalie, un dossier qui défiait toutes les conventions des admissions universitaires. Elle atterrissait sur les bureaux avec un bruit sourd de confusion, un diplômé en histoire. Pas de diplôme de 1er cycle en physique, aucune expérience de recherche dans le domaine.
Pour 99% des comités d'admission, cela devait ressembler à une blague ou à une erreur de secrétariat. Les refus commencèrent à arriver, chacun confirmant de manière prévisible que le système avait ses règles. Il y avait un chemin, une séquence de cours, d'examens et de prérequis qu'il fallait suivre. Witten n'en avait suivi aucun. C'était un étranger essayant de s'incruster à une fête pour laquelle il n'avait ni l'invitation, ni le code vestimentaire, ni même la bonne adresse. Mais quelque part, dans la pile de dossiers destinés à la corbeille à Princeton, quelqu'un s'arrêta, ils virent au-delà du diplôme d'histoire et remarquèrent les lueurs de quelque chose d'extraordinaire. C'était peut-être une recommandation d'un professeur de Brandeis qui avait été témoin direct de sa puissance analytique, ou peut-être était-ce simplement le culot pur et simple de la tentative qui signalait un esprit non entravé par les conventions. Princeton décida de prendre le pari. C'était un pari non pas sur un dossier académique, mais sur une personne. Il pariait que cet historien possédait un génie rare et non éduqué qui pourrait être façonné en une force scientifique. Lorsque la lettre d'acceptation arriva, ce fut plus qu'une simple admission à une université. C'était la validation de son pivot désespéré. Une bouée de sauvetage lancée depuis le monde de la vérité objective auquel il aspirait tant. Ce fut aussi le début d'une pression immense et écrasante. L'université avait pris un risque avec lui et il devait maintenant leur prouver, et plus important encore à lui-même, que leur confiance n'était pas une erreur. L'historien était mort. Le physicien était sur le point de naître dans une épreuve du feu et l'échec n'était pas une option. À son arrivée à Princeton en 1973, Witten fut immédiatement confronté à l'ampleur stupéfiante de son déficit intellectuel. Il était un étranger en terre inconnue, entouré de prodiges qui avaient passé toute leur vie à parler le langage de la physique. Ses pairs étaient les produits d'un parcours rigoureux, des vétérans des Olympiades de sciences et de projets de recherche de premier cycle avancé. Ils discutaient de la théorie quantique des champs au déjeuner pendant que Witten se débattait avec les fondements de la mécanique classique, des concepts qu'ils avaient à maîtriser des années auparavant. Le choc culturel fut profond. Il était l'anomalie, le dit historien du département de physique, un titre qui était probablement prononcé avec un mélange de curiosité et de scepticisme profond. Les premiers mois furent une course désespérée pour rattraper 4 ans d'études manquées. Mais alors, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. La lutte initiale pour garder la tête hors de l'eau se transforma en une ascension d'une vitesse et d'une pente sans précédent. Le processus de rattrapage ne fut pas une montée progressive mais un saut vertical explosif. D'autres étudiants diplômés raconteront plus tard des histoires qui frôlèrent le mythologique. Ils voyaient Witten emprunter un manuel de 3e cycle danse un vendredi, peut-être sur un sujet notoirement difficile comme la géométrie différentielle, un domaine des mathématiques qui constitue le fondement de la relativité générale. Le lundi, il ne l'aurait pas seulement lu. Il l'aurait absorbé, intériorisé et maîtrisé à un niveau qui surpassait celui de la plupart des professeurs. Il n'apprenait pas seulement la matière, il consommait des disciplines entières. Sa présence dans les séminaires et les cours commença à changer l'atmosphère de la salle. Au début, il était un observateur silencieux, absorbant les informations. Bientôt, il commença à poser des questions. Mais ce n'étaient pas les questions de clarification d'un étudiant typique, c'étaient des interrogations profondes et pénétrantes qui exposaient souvent les hypothèses fondamentales d'un cours ou reliaient des idées disparates d'une manière que personne n'avait jamais envisagée. Un professeur pouvait discuter d'un problème de physique des particules. Et Witten levait la main pour recadrer toute la question en utilisant une structure mathématique de la topologie pure, laissant la salle dans un silence stupéfait. Il devint clair pour tout le monde qu'il ne faisait pas que rattraper son retard. Il les avait tous dépassés et courait désormais une course entièrement différente. Le scepticisme initial de ses pairs se mua en un profond sentiment d'admiration teinté d'un respect presque troublant.
Ils assistaient à l'émergence d'un esprit qui ne semblait pas fonctionner selon les règles normales de l'apprentissage et de la compréhension. Cette ascension fulgurante ne passa pas inaperçue, elle attira l'attention d'un jeune professeur brillant et exigeant nommé David Gross. Gross était une figure de proue dans l'étude de la force nucléaire forte, le ciment qui maintient les noyaux atomiques ensemble, un travail pour lequel il partagera plus tard le prix Nobel. Il était connu pour son intensité et son intellect acéré. Et il ne supportait pas les imbéciles. Lorsqu'il prit Witten comme doctorant, il savait qu'il avait affaire à quelqu'un d'unique, mais même lui n'était pas préparé à la réalité. Gross déclarera plus tard que les capacités de Witten étaient tout simplement hors normes. Il se souvint avoir donné à Witten un problème sur lequel travailler, s'attendant à ce que cela lui prenne des mois de travail acharné. Witten revenait en quelques jours, non seulement avec la solution, mais avec une généralisation du problème qui ouvrait de toutes nouvelles voies de recherche. La hiérarchie traditionnelle du conseiller et de l'étudiant se dissolut presque instantanément. Leur relation devint une collaboration entre pairs, une dynamique où le prétendu étudiant menait souvent le professeur vers de nouveaux territoires intellectuels. Gross fournissait les conseils, le contexte des grands problèmes de la physique et le soutien institutionnel crucial. Il agissait comme un traducteur et un champion, s'assurant que le département et la communauté des physiciens au sens large comprenaient l'ampleur du talent qui avait atterri parmi eux. Pour Witten, ce fut la dernière pièce essentielle de sa transformation. Voir son changement de carrière radical validé non seulement par une lettre d'acceptation, mais par le mentorat et le respect d'un des plus grands physiciens théoriciens du monde fut la confirmation ultime. La confiance de David Gross en lui fut la rampe de lancement de sa carrière. Il donna à Witten la confiance nécessaire pour faire confiance à son intuition inhabituelle, pour suivre ses instincts, qui le menaient à jeter des ponts entre les mondes apparemment éloignés des mathématiques pures et de la physique fondamentale. Leur collaboration fut une fusion parfaite d'expérience et de génie brut, et débridé, Gross comprenait le paysage de la physique, ses défis et ses saints grâles. Witten possédait un nouveau type de carte, une vision mathématique qui lui permettait de voir des chemins à travers ce paysage que personne d'autre ne pouvait voir. Le pari que Princeton avait fait sur l'historien portait déjà ses fruits au-delà des rêves les plus fous. En quelques courtes années, l'ancien historien était devenu l'une des plus brillantes jeunes étoiles de la physique. Mais il entrait dans un domaine au bord d'une révolution et aussi au bord du chaos. Au début des années 1980, la physique théorique avait atteint une impasse magnifique et profondément frustrante. C'était une maison divisée contre elle-même, gouvernée par deux empires de la pensée magnifique, mais en guerre. D'un côté se tenait la relativité générale d'Einstein, la théorie majestueuse du très grand. Elle décrivait la gravité comme l'élégante courbure de l'espace-temps, un ballet cosmique de planètes, d'étoiles et de galaxies. Ces équations étaient de belles, déterministes, éprouvées maintes et maintes fois aux plus grandes échelles. De l'autre côté se trouvait le royaume étrange et chaotique de la mécanique quantique, la théorie du très petit. Elle gouvernait le monde subatomique avec des règles de probabilité et d'incertitude, un royaume flou et imprévisible, où les particules pouvaient être à plusieurs endroits à la fois. C'était désordonné, contre-intuitif, mais indéniablement efficace pour décrire les forces qui maintenaient les atomes ensemble. Les deux théories étaient parfaites dans leur propre domaine, mais elles refusaient de se parler. Lorsque les physiciens essayaient de les combiner pour décrire des phénomènes où le très grand rencontre le très petit, comme le cœur d'un trou noir ou le premier instant du Big Bang, les mathématiques se brisaient, les équations s'effondraient, crachant des infinis et des réponses absurdes. C'était le problème le plus profond de toute la science, le gouffre entre le macro et le micro. Une théorie du tout était nécessaire, un cadre unique qui pourrait unir ces deux piliers de la physique. Et dans ce vide intellectuel,
s'avança l'idée la plus radicale, la plus élégante et la plus controversée de toutes, la théorie des cordes. Le postulat central de la théorie des cordes était d'une simplicité et d'une profondeur à couper le souffle. Il proposait que si l'on pouvait zoomer sur les particules fondamentales de l'univers, comme un électron ou un quark, on ne trouverait pas un point infinitésimal, à la place on trouverait autre chose. Un minuscule filament d'énergie vibrant et unidimensionnel, une corde. Imaginez que les particules fondamentales de l'univers ne sont pas des points, mais de minuscules cordes vibrantes. Tout comme une corde de violon peut jouer différentes notes. Ces cordes vibrent de différentes manières pour créer chaque particule que nous voyons. Une corde vibrant selon un certain motif nous apparaît comme un électron. Une vibration différente ressemble à un photon. Une autre encore crée un quark. Le vaste zoo de particules découvert par les physiciens n'était, de ce point de vue, que différentes notes jouées sur un seul type d'objet fondamental. Les lois de la physique étaient les harmonies de cette symphonie cosmique. Fait crucial, une vibration spécifique de la corde correspondait parfaitement au graviton, la particule hypothétique de la gravité. Pour la première fois, la gravité n'était pas une étrangère, mais une partie intégrante de l'orchestre quantique. Pendant des années, cependant, la théorie des cordes ne fut guère plus qu'une belle curiosité mathématique, une idée marginale poursuivie par une poignée de vrais croyants. Elle était minée par des incohérences et des anomalies mathématiques, des défauts fatals qui semblaient en faire un rêve avorté. La théorie exigeait 10 dimensions d'espace-temps, et non les 4 que nous connaissons. Et elle produisait des particules qui se déplaçaient plus vite que la lumière, connues sous le nom de tachyons. C'était une idée fascinante qui ne fonctionnait tout simplement pas. Puis, à l'été 1984, tout changea. Deux physiciens, Michael Green et John Schwartz, publièrent un article révolutionnaire qui fit l'effet d'un éclair. Dans un exploit de calcul stupéfiant, ils prouvèrent que toutes les anomalies mathématiques dangereuses qui avaient paralysé la théorie pouvaient être amenées à s'annuler parfaitement les unes les autres. Soudain, la théorie des cordes n'était plus seulement une jolie idée, c'était une candidate mathématiquement cohérente et viable pour la théorie du tout. La nouvelle se répandit dans la communauté de la physique théorique comme une onde de choc. La période qui suivit fut connue comme la première révolution des supercordes. Des physiciens du monde entier abandonnèrent leurs travaux pour apprendre ce nouveau langage. Le domaine, autrefois un coin tranquille, explosa d'activité. Et à l'épicentre absolu de ce tremblement de terre intellectuel se trouvait Edward Wheaton. Alors que Green et Schwartz avaient allumé la mèche, Wheaton fut celui qui comprit comment canaliser l'explosion. Il absorba leur travail et, avec sa maîtrise inégalée de la physique et des mathématiques abstraites, en vit immédiatement les implications les plus profondes. Il commença à produire un torrent d'articles fondateurs résolvant des problèmes qui avaient bloqué d'autres pendant des années et révélant de nouvelles couches de beauté mathématique cachées dans la théorie. Il ne se contenta pas de contribuer. Il définit le nouveau paysage. Ses conférences devinrent des événements légendaires et incontournables où il exposait l'avenir du domaine, souvent avec des aperçus si profonds qu'il générait des mois de recherche pour tous les autres dans la salle. Sa clarté et sa vision le transformèrent d'étoile montante en leader incontesté de la révolution. Il devint le principal évangéliste de la théorie des cordes et son plus puissant développeur, le général qui pouvait voir l'ensemble du champ de bataille, pendant que d'autres se battaient encore dans les tranchées. L'excitation était palpable, la conviction que la réponse finale, l'équation ultime décrivant l'univers, était enfin à portée de main. Le rêve d'une théorie unifiée semblait plus proche que jamais, mais ce succès même, cette explosion de puissance intellectuelle dirigée vers la théorie, mit bientôt à jour un problème nouveau et profondément troublant. En explorant le terrain mathématique ouvert par Green et Schwartz, les chercheurs ne trouvèrent pas une seule version cohérente de la théorie des cordes. Ils en trouvèrent 5. Chacune était une théorie complète, autocohérente et à 10 dimensions.
sans défaut mathématiques apparents. On leur donna des noms abscons, type 1, type 2A, type 2B, et deux théories dites hétérotiques des cordes, SO32 et E8 fois E8, c'était une catastrophe. Tout l'attrait d'une théorie du tout résidait dans son unicité présumée, un cadre unique et élégant à partir duquel l'univers entier pourrait être dérivé. Mais ce succès même, cette explosion de puissance intellectuelle dirigée vers la théorie, a rapidement révélé un problème nouveau et profondément troublant. Alors que les chercheurs exploraient le terrain mathématique ouvert par Green et Schwartz, ils ne trouvèrent pas une seule version cohérente de la théorie des cordes. Ils en trouvèrent 5, bien chacune était une théorie complète, autocohérente et à 10 dimensions, sans défauts mathématiques apparents. On leur donna des noms abscons, type 1, type 2A, type 2B, et deux théories dites hétérotiques des cordes, SO32, et E8 fois E8. C'était une catastrophe. Tout l'attrait d'une théorie du tout résidait dans son unicité présumée. Un cadre unique et élégant à partir duquel l'univers entier pourrait être dérivé. Comment pouvait-il y avoir 5 théories ultimes différentes? Laquelle décrivait notre univers? Les 4 autres univers existaient-ils quelque part ailleurs ou toute l'entreprise était-elle un échec? Le triomphe initial se mua en un état de profonde confusion. Le rêve se fragmentait. C'était comme si des explorateurs à la recherche de la source unique du Nil avaient plutôt trouvé 5 fleuves massifs et distincts, tous s'écoulant d'un continent inconnu. C'était comme découvrir 5 manuels d'instructions distincts et complets pour construire un univers, tous écrits dans des langues différentes, sans pierre de rosette pour les relier. Le problème a paralysé le domaine. La révolution n'avait pas mené à un royaume unifié, mais à un paysage balkanisé de 5 fiefs concurrents. Les physiciens avaient tendance à travailler sur leur version préférée, mais personne ne savait comment les 5 théories étaient liées les unes aux autres, ni même si elles l'étaient. La grande quête d'une vérité unique et élégante avait dégénéré en un désordre confus. L'élan de 1984 s'est arrêté et un long et froid hiver a commencé à s'installer pour la théorie des cordes. L'excitation a cédé la place à une décennie de frustration silencieuse. La communauté avait gravi la montagne de l'unification pour ne trouver qu'une hydre à 5 têtes qui attendait au sommet. La belle symphonie était devenue une cacophonie de 5 airs différents joués en même temps. Le sentiment était d'être terriblement proche de la réponse, et pourtant complètement perdu. Avait-il pris un mauvais tournant? Cette belle structure mathématique n'était-elle qu'un mirage, les éloignant davantage de la vérité? Pendant une décennie, les 5 théories ont fixé la communauté des physiciens, un puzzle magnifique mais fracturé. Le domaine stagnait. Il faudrait une vision singulière pour voir qu'il ne s'agissait pas de 5 théories différentes, mais de 5 vues différentes de quelque chose de bien plus grandiose. Au printemps de 1995, l'éclat brillant de la première révolution des supercordes s'était estompé en un long et frustrant crépuscule. Une décennie entière s'était écoulée depuis la percée initiale et la communauté des physiciens théoriciens se retrouvait à la dérive dans une mer de sa propre création. Le rêve d'une théorie du tout unique et élégante s'était fracturé en une collection bizarre de 5 théories distinctes et concurrentes. Chacune était mathématiquement solide, chacune était cohérente en interne, mais elle décrivait tout un univers différent. C'était la crise centrale, la grande énigme qui avait bloqué les progrès et nourri un sentiment de désespoir silencieux. C'est dans cette atmosphère d'espoir prudent et de frustration profonde que les plus grands théoriciens des cordes du monde se sont réunis à l'Université de Californie du Sud pour leur conférence annuelle, simplement appelée Strings 95. L'ambiance était professionnelle, les discussions étaient progressives. Les physiciens présentaient de nouveaux calculs et des améliorations mineures, grignotant les bords du problème. Personne ne s'attendait à un miracle. Ils étaient en là pour partager des notes,
pour débattre de points techniques et pour espérer que quelqu'un, quelque part, avait trouvé une petite fissure dans le mur qui les séparait du prochain niveau de compréhension. Quand Edward Witten est monté sur scène, la salle s'est installée dans un silence familier et respectueux. Il était à ce stade le leader intellectuel incontesté du domaine, une figure dont les conférences étaient considérées comme un visionnage obligatoire. Mais même alors, le public anticipait une autre avancée magistrale mais progressive. Il s'attendait à une conférence dense et technique, remplie du genre de mathématiques ésotériques que seule une poignée de personnes dans le monde pouvaient vraiment suivre. Witten a commencé son exposé sans fanfare. Sa voix calme et méthodique. Il a placé son premier transparent sur le rétroprojecteur, affichant une série d'équations. Il a commencé par discuter des propriétés de l'une des 5 théories des cordes, le type 2A, puis il est passé à une autre, le type 2B. Le public a suivi, appréciant l'élégance et la clarté typique de Witten. Mais ensuite, il a fait quelque chose d'inattendu. Il a commencé à tisser des liens entre elles, non pas comme des concurrentes, mais comme des partenaires. Il a introduit un concept connu sous le nom de dualité, une sorte de pierre de rosette mathématique qui suggérait que 2 théories qui semblaient très différentes en surface pouvaient en fait décrire exactement la même physique sous des angles différents. Un changement subtil a commencé à se propager dans l'auditorium. Les chuchotements se sont tus. Les gens se sont penchés en avant sur leur siège. Witten était en train de construire quelque chose. Il a montré que si l'on prenait une théorie des cordes et que l'on rendait ces interactions fondamentales très fortes, elles se transformaient mathématiquement en une autre théorie des cordes où les interactions étaient très faibles. Elles étaient les 2 faces d'une même pièce. C'était en soi une révélation majeure, mais il n'avait pas fini. Il a ensuite intégré les 2 théories des cordes hétérotiques, les tissant dans cette toile de dualité. Il reliait les points, révélant une symétrie cachée que personne n'avait vue auparavant. Les 5 théories distinctes n'étaient pas 5 réponses différentes. C'était 5 fenêtres différentes donnant sur la même pièce. Le sentiment dans la salle, comme un physicien l'a décrit plus tard, était celui d'un roman policier où le détective révèle comment tous les indices, apparemment sans rapport, s'emboîtent parfaitement. Pour rendre ce concept stupéfiant clair, le travail de Witten a présenté une métaphore puissante. Imaginez un groupe d'aveugles essayant de décrire un éléphant. Le premier homme touche la patte épaisse et robuste de l'éléphant et déclare « c'est un arbre ». Le deuxième homme sent la longue trompe flexible et dit « non, c'est un serpent ». Un troisième touche la défense pointue et lisse et conclut « vous avez tous les 2 tort, c'est une lance ». Un quatrième sent le flanc large et plat et insiste « c'est un mur » et un cinquième, tenant la queue et certain, c'est une corde. Chaque homme décrit sa perspective limitée avec une précision parfaite. Chacune de leurs descriptions est autocohérente et vraie de leur point de vue. Mais ils se trompent tous sur la vue d'ensemble. Les 5 théories des cordes étaient comme ces 5 aveugles. Chacune était une description valide mais incomplète de la réalité d'un point de vue mathématique particulier. Witten était celui qui pouvait enfin prendre du recul et voir l'éléphant entier. Et cet éléphant, a-t-il proposé, était une théorie unique et plus fondamentale. Une théorie qui ne vivait pas en 10 dimensions, comme le faisaient les 5 théories des cordes, mais en 11. De ce point de vue de dimension supérieure, les 5 théories des cordes émergeaient comme de simples approximations, des cas particuliers qui ne devenaient visibles que lorsqu'on regardait la réalité plus large de manière limitée. Il a avoué ne pas connaître les équations complètes de cette théorie maîtresse, mais il pouvait en décrire les propriétés. Il lui a donné un nom à la fois énigmatique et instantanément iconique. La théorie M, a-t-il suggéré, pouvait signifier ce que l'on préférait, magie, mystère ou membrane, un clin d'œil aux nouveaux objets de dimension supérieure que la théorie contenait au-delà des simples cordes. En une seule heure, avec juste une série de transparents et sa voix calme et délibérée,
il n'avait pas seulement résolu le problème des 5 théories, il avait complètement redessiné la carte de la physique théorique. La conférence s'est terminée. Il n'y a pas eu d'applaudissements tonitruants, pas au début. La réaction immédiate a été une vague de silence profond et stupéfait. Le public, composé des esprits les plus brillants du domaine, essayait collectivement de traiter l'ampleur de ce dont ils venaient d'être témoins. Ils étaient arrivés en s'attendant à un petit pas et on leur avait montré un nouveau continent. Le physicien John Schwartz, l'un des pères de la première révolution, a rappelé que Witten avait présenté tellement de nouvelles informations et d'idées brillantes qu'il était tout simplement impossible de tout absorber d'un coup. D'autres ont décrit le sentiment comme un choc électrique, un moment d'épiphanie collective dont on parlerait pendant des décennies. Michael Duff, un autre théoricien de premier plan, l'a qualifié de tour de force qui a déclenché à lui seul une nouvelle vague de recherche. Les gens se sentaient, comme il l'a dit, tout simplement abasourdis par la portée époustouflante de la vision présentée. Ce fut la naissance de la seconde révolution des supercordes. Contrairement à la première, elle n'a pas été déclenchée par un article écrit en collaboration, examiné par les pairs et diffusé pendant des mois. Elle a été allumée par la pure autorité intellectuelle d'un seul homme en un seul exposé. La nouvelle s'est répandue dans la communauté des physiciens comme une traînée de poudre. Les courriels et les appels téléphoniques ont volé à travers les continents. Les physiciens qui n'étaient pas là se sont précipités pour obtenir des copies des notes de la conférence, pour tout compte-rendu de seconde main de ce que Witten avait dit. La décennie de confusion était terminée. Le blocage était levé. Presque du jour au lendemain, tout le domaine a été redynamisé, réorienté et unifié. Les chercheurs qui étaient bloqués sur des problèmes de niche ont soudain vu comment leur travail s'inscrivait dans une image plus grande et cohérente. L'hydre à 5 têtes avait été tué et à sa place se dressait une structure unique, mystérieuse et magnifique. La théorie M1. La conférence à Strings 95 était plus qu'une simple percée scientifique. C'était une performance légendaire qui a cimenté le statut de Witten en tant que scientifique d'un autre ordre. Une figure souvent comparée à Einstein ou Newton pour sa capacité à percevoir la structure sous-jacente de l'univers. Il avait pris un domaine qui errait dans le désert et, par un acte de génie singulier, l'avait dirigé vers la terre promise. La communauté disposait maintenant d'un nouveau plan, bien qu'encore incomplet, pour une théorie finale. Ils avaient une montagne à gravir, plus haute et plus difficile que toutes celles qu'ils avaient affrontées auparavant. Mais pour la première fois en 10 ans, ils pouvaient tous voir le sommet. Avec un seul exposé, Edward Witten avait unifié son domaine et était monté à un niveau d'influence que peu de scientifiques atteignent jamais. Mais avec ce pouvoir est venu un nouveau défi, plus profond, qui remettait en question la nature même de la science. La vague d'euphorie qui a suivi la révélation de la théorie M a porté Edward Witten à des sommets sans précédent, cimentant sa position d'héritier intellectuel d'Einstein. Pourtant, sa prochaine grande distinction ne viendrait pas des physiciens, mais d'un royaume de l'esprit complètement différent. En 1990, au Congrès international des mathématiciens à Kyoto, au Japon, Witten a reçu la médaille Fields, le prix le plus prestigieux en mathématiques. Ce fut, pour le moins que l'on puisse dire, un tremblement de terre. La médaille Fields est l'équivalent mathématique du prix Nobel, décerné seulement une fois tous les 4 ans à des mathématiciens de moins de 40 ans pour des découvertes exceptionnelles. La donner à un physicien était du jamais vu, une rupture de tradition si profonde qu'elle signalait un changement de paradigme. C'était une reconnaissance formelle que Witten n'utilisait pas seulement les mathématiques comme un outil pour la physique, une pratique courante depuis des siècles. Il faisait le contraire. Il utilisait l'intuition profonde de la physique pour forger des branches entièrement nouvelles des mathématiques, résolvant des problèmes qui avaient déconcerté les meilleurs mathématiciens du monde pendant des années. Son travail était une démonstration stupéfiante de ce pouvoir transdisciplinaire. Il a appliqué des concepts de la théorie quantique des champs,
pour comprendre la géométrie des formes complexes, un domaine connu sous le nom de topologie. Il a révélé un lien caché entre les interactions abstraites des particules et les propriétés mathématiques des nœuds, fournissant une manière révolutionnaire de comprendre le polynôme de Jones. Un concept notoirement difficile en théorie des nœuds. Pour les mathématiciens, c'était comme si quelqu'un d'un autre monde était arrivé parlant une langue étrangère et avait résolu sans effort leurs énigmes les plus sacrées. Le prix n'était pas seulement un prix, c'était une capitulation. La communauté mathématique reconnaissait officiellement que les idées mathématiques les plus importantes de l'époque provenaient de l'esprit d'un physicien. Witten était devenu une figure qui transcendait les frontières académiques. Un roi régnant sur deux empires intellectuels distincts. Il avait prouvé que le langage fondamental de l'univers, qu'il décrive la réalité physique ou la forme abstraite, était un seul et même langage, et il en était le locuteur le plus fluide. Mais alors que l'étoile de Witten montait, une ombre de doute a commencé à s'insinuer sur son royaume de la théorie des cordes. La synthèse de la théorie M était un chef-d'œuvre d'élégance mathématique, une réalisation intellectuelle imposante. Cependant, un cœur grandissant de critiques a commencé à poser une question simple et dévastatrice. Est-ce de la science ? Le problème central était celui de la testabilité. Les prédictions de la théorie M, telles que l'existence de particules supersymétriques ou les vibrations de dimensions supplémentaires, se produisent à des niveaux d'énergie 1 million de milliards de fois plus élevés que ce que nos plus puissants accélérateurs de particules, comme le grand collisionneur de hadrons, peuvent produire. Pour tester ces idées directement, il faudrait une machine de la taille d'une galaxie. Cela plaçait la théorie des cordes dans une position précaire. La pierre angulaire de la méthode scientifique établie par Karl Popper est le principe de falsifiabilité. Une théorie n'est scientifique que s'il existe une expérience concevable qui pourrait la prouver fausse. Si une théorie ne peut pas être testée, elle ne peut pas être falsifiée. Et si elle ne peut pas être falsifiée, elle risque de devenir indiscernable d'une croyance religieuse ou d'une spéculation philosophique. Cette critique a commencé à se cristalliser en une féroce rébellion intellectuelle, une bataille pour l'âme même de la physique théorique. Des physiciens comme Lee Smolin dans son livre « Le problème avec la physique » et le mathématicien Peter Voigt dans « Même pas faux » sont devenus de puissantes voix de l'opposition. Ils ont soutenu que toute une génération des esprits les plus brillants avait été attirée dans une impasse théorique. Il ne remettait pas seulement en question les détails de la théorie, il remettait en question sa légitimité en tant qu'entreprise scientifique. Smolin a soutenu qu'en abandonnant la nécessité d'une vérification expérimentale, la théorie des cordes était devenue un programme de recherche en dégénérescence, un système de pensée fermé qui ne pouvait plus entrer en contact avec la réalité. Witt était encore plus direct, suggérant que la théorie était si spéculative et déconnectée de l'expérience qu'elle n'était même pas fausse. Une phrase impliquant qu'elle était tombée en dehors des limites du discours scientifique significatif. Les défenseurs de la théorie des cordes ont répliqué que sa cohérence mathématique interne et sa capacité à résoudre des paradoxes théoriques profond, comme le paradoxe de l'information des trous noirs, était une preuve suffisante de sa vérité. Ils ont soutenu que la preuve expérimentale finirait par arriver et qu'abandonner la voie la plus prometteuse vers une théorie finale, simplement parce que c'était difficile, serait un échec colossal de l'imagination. Le débat a fait rage dans les revues académiques, les salles de conférences et les forums publics, divisant la communauté des physiciens. Au centre de cette tempête se tenait Witten, maintenant professeur à l'Institut d'études avancées de Princeton dans le New Jersey, le même sanctuaire intellectuel qui avait abrité Albert Einstein et Kurt Gödel. Il n'était plus seulement un chercheur brillant, il était le commandant en chef d'un vaste effort scientifique, le leader de facto de la communauté de la théorie des cordes.
Cette position s'accompagnait d'un fardeau immense et isolant, il était le principal défenseur d'une théorie qui avait consumé des milliers de carrières et des milliards de dollars en financement de la recherche. Mais qui faisait face à la critique la plus fondamentale imaginable, il devait parer les attaques de critiques puissants tout en faisant avancer la frontière théorique, à la recherche d'une faille dans l'armure mathématique qui pourrait mener à une prédiction testable. C'était un rôle qui exigeait non seulement du génie, mais une immense force de caractère. Il portait le poids de tout un domaine sur ses épaules. Chaque conférence publique, chaque article était scruté non seulement pour son contenu scientifique, mais comme une déclaration sur la santé et l'avenir de la théorie des cordes elles-mêmes. Il défendait une quête multigénérationnelle, un rêve de compréhension ultime qui avait commencé avec Einstein, sachant très bien que le verdict final pourrait ne pas arriver de son vivant. Les qualités mêmes qui rendaient sa révélation de la théorie M si puissante, son abstraction et sa portée époustouflante, étaient les mêmes qualités qui la rendaient de vulnérable. La théorie était un magnifique et complexe palais de logique construit dans un royaume bien au-delà de la portée de l'expérience humaine. Witten en était l'architecte et le roi, mais il régnait depuis une tour d'ivoire, séparé du terrain empirique de la science par un fossé incroyablement large. Le triomphe de 1995 avait un prix, une vie passée à défendre une vision magnifique mais peut-être non testable de la réalité. La pression était immense, un siège intellectuel constant contre l'œuvre de sa vie. Les critiques dépeignaient la communauté de la théorie des cordes comme une sorte de secte, avec Witten comme son grand prêtre inattaquable, poursuivant une forme d'esthétique mathématique plutôt que de science empirique. Ce récit, bien que simpliste, capturait la frustration croissante dans le monde de la physique en général. Pendant que les théoriciens des cordes exploraient des paysages à 11 dimensions, les expérimentateurs ne trouvaient rien de nouveau dans leur collisionneur pour soutenir ces idées exotiques. Le modèle standard de la physique des particules, bien qu'incomplet, continuait de résister à tous les tests, n'offrant aucun indice sur ce qui pourrait se trouver au-delà. Pour Witten, cela signifiait défendre son domaine non pas avec de nouvelles données, mais avec la force de sa propre conviction et l'élégance indéniable des mathématiques. Il est resté publiquement serein et confiant, ses arguments toujours ancrés dans une logique profonde, mais la tension d'être le principal défenseur d'un monde magnifique et non prouvé était indéniable. Il était pris dans un profond paradoxe, il avait atteint le sommet de la science, un penseur si puissant qu'il pouvait remodeler le paysage de la physique et des mathématiques. Pourtant, la grande cathédrale qu'il avait conçue, la théorie M, restait une construction purement théorique. C'était une potentielle théorie du tout, qui pour l'instant n'expliquait rien de notre univers spécifique et observable qui n'était pas déjà connu. Il était un monarque d'un empire théorique, un souverain qui pouvait voir les lois fondamentales de son domaine avec une clarté parfaite, mais qui ne pouvait pas prouver au monde extérieur que son royaume était réel. L'homme qui avait commencé sa vie académique en histoire, cherchant des vérités claires et systématiques dans le chaos des affaires humaines, avait maintenant créé un système d'une clarté logique parfaite qui était lui-même perdu dans un brouillard d'impossibilités de test. C'était le fardeau de son génie, le prix de son triomphe monumental. Il avait conquis les équations les plus complexes et unifié un domaine fracturé. Mais qui était l'homme derrière la réputation quasi divine? Pour comprendre l'esprit qui a conçu la théorie M, nous devons regarder au-delà du tableau noir. Il avait conquis les équations les plus complexes et unifié un domaine fracturé. Mais qui était l'homme derrière cette réputation quasi divine? Pour comprendre l'esprit qui a conçu la théorie M, nous devons regarder au-delà du tableau noir. Pour comprendre l'impact des idées d'Edward Witten, il faut d'abord essayer de comprendre l'esprit dont elles émanent, une tâche qui a laissé même ses plus brillants collègues se sentir comme des touristes intellectuels. Il existe une profonde déconnexion entre l'homme et son œuvre.
L'œuvre décrit le cosmos entier, de l'instant de la création aux confins les plus lointains de l'espace et du temps, avec une autorité presque divine. L'homme, cependant, est légendairement silencieux, modeste et timide. Être en sa présence, c'est assister à un paradoxe, une silhouette à la voix douce, presque éthérée, qui manie des concepts d'une puissance et d'une complexité terrifiante. Il établit rarement un contact visuel, parle d'un flux continu et monocorde, et semble exister sur un plan de réalité légèrement différent, où les géométries complexes de l'espace à 11 dimensions sont aussi tangibles que la chaise sur laquelle il est assis. Ce calme n'est pas un signe de distance, mais celui d'un esprit si profondément engagé dans une conversation intérieure avec l'univers que le monde extérieur semble souvent n'être qu'une lointaine distraction. Cette présence impénétrable est particulièrement visible lors de ses conférences. Assister à une présentation de Witten est un rite de passage en physique théorique et une expérience qui rend universellement humble. Il se tient au tableau, parlant à un rythme effréné, couvrant de vastes étendues de territoire conceptuel en quelques minutes. Le flux d'informations est un torrent, une cascade dense de mathématiques avancées et de profondes intuitions physiques, livrées avec un minimum d'explications pour les sauts logiques entre les étapes. Pour Witten, ces sauts n'en sont pas du tout, ce sont des connexions évidentes. L'effet est notoirement désorientant. Un collègue a décrit l'expérience en disant « Écouter Witten, c'est comme écouter un message du 22e siècle ». La plupart des physiciens, même les lauréats du prix Nobel, admettent ne saisir que des fragments de petites îles de compréhension dans un vaste océan d'idées qui déferlent devant eux. Le silence dans la salle n'est pas celui de la compréhension, mais de la pure stupéfaction devant l'ampleur de l'intellect exposé. Les histoires sur ce fossé intellectuel sont légion. Elles font désormais partie de la mythologie de la physique moderne, transmise d'une génération d'étudiants diplômés à la suivante. Les récits abondent de départements entiers, de brillants mathématiciens bloqués sur un problème complexe pendant des mois, jusqu'à ce que Witten vienne, jette un coup d'œil au tableau pendant quelques instants, et indique tranquillement la solution avant de passer à autre chose. Il n'y a aucune arrogance dans ces moments, aucun sens de la mise en scène intellectuelle. C'est comme s'il observait simplement un fait de la nature qui, pour lui, est clairement visible. Et il est perplexe que les autres ne puissent pas le voir aussi. Son esprit opère avec une efficacité qui semble presque extraterrestre, traversant les couches de complexité pour saisir la vérité fondamentale au cœur d'un problème, laissant souvent une salle pleine d'experts peinant à retracer les étapes qu'il a franchies en un instant. La clé de cette capacité extraordinaire réside dans une dualité unique de son processus de pensée, un mariage parfait de deux modes de découverte distincts. Ses collègues le décrivent comme possédant une intuition physique presque surnaturelle. Il ne semble pas tant calculer pour arriver à une conclusion qu'il ne la voit. Il a un ressenti inné, viscéral, de la manière dont l'univers devrait fonctionner. Une connexion profonde avec les symétries et les structures sous-jacentes de la réalité. Face à un problème de physique, son esprit fait d'abord un saut intuitif, envisageant la forme de la réponse bien avant d'en avoir la preuve formelle. C'est comme un maître sculpteur qui voit la statue finie cachée dans un bloc de marbre, connaissant sa forme et ses contours avant le premier coup de ciseau. Cette intuition est la source de ses idées les plus révolutionnaires, le moteur de sa créativité qui lui permet de cartographier de nouveaux territoires, là où d'autres ne voient qu'une nature sauvage impénétrable. Une fois ce saut intuitif effectué, la deuxième phase de son processus commence, et c'est là que son autre super-pouvoir se déchaîne. Witten met alors en œuvre sa formidable et quasi inégalée maîtrise des mathématiques pour construire la preuve rigoureuse et inattaquable. Il construit le cadre logique étape par étape, créant une structure mathématique pure et élégante qui confirme ce que son intuition lui avait déjà dit être vrai. C'est là que son esprit devient un moteur implacable de logique. Le grand mathématicien, Sir Michael Atiyah,
Lui-même médaillé, Fields a parfaitement saisi cette dualité en déclarant: bien qu'il soit sans aucun doute un physicien, sa maîtrise des mathématiques est égalée par peu de mathématiciens. Il n'est pas simplement un utilisateur d'outils mathématiques, il en est un créateur, forgeant de nouvelles connexions entre des domaines disparates des mathématiques pour servir les besoins de ses intuitions physiques. Ce processus reflète la nature même des théories sur lesquelles il travaille, qui cherchent à unifier le monde physique avec le langage abstrait des mathématiques. Pour Witten, ce ne sont pas deux choses distinctes. Il pense dans le langage de la géométrie, de la topologie et de l'algèbre aussi couramment que l'on pense dans sa langue maternelle. Cette double approche, passant d'une vision holistique et intuitive à une construction méticuleuse et logique, lui permet d'opérer d'une manière unique. La plupart des physiciens sont forts dans un domaine ou dans l'autre, soit en tant que visionnaires intuitifs, soit en tant que calculateurs puissants. Witten est un grand maître des deux, un physicien avec l'âme d'un mathématicien et un mathématicien avec l'âme d'un physicien. C'est la source de son pouvoir, la raison pour laquelle il peut voir des connexions et construire des ponts entre des mondes intellectuels qui, pour tous les autres, semblaient se trouver sur des continents différents. Pourtant, cette image d'un intellect d'un autre monde, d'un martien communiquant depuis un plan supérieur, risque d'occulter l'être humain. Le contrepoint crucial au génie isolé se trouve dans sa vie personnelle, en particulier son long et stable mariage avec sa consoeur physicienne Chiara Nappi. Leur relation offre un point d'ancrage humain, ancrant le penseur abstrait dans un monde de partenariat partagé et de respect mutuel. Ils se sont rencontrés en tant que chercheurs postdoctoraux à Princeton, deux jeunes physiciens brillants naviguant dans le même paysage intellectuel exigeant. Leur mariage n'est pas seulement l'union de deux personnes, mais un partenariat fondé sur un langage commun et une profonde compréhension des pressions professionnelles et intellectuelles qui définissent leur monde. C'est une relation construite au sein de l'écosystème unique de la physique théorique. Chiara Nappi est une physicienne respectée à part entière, spécialisée dans la théorie des cordes et la physique mathématique. Cette passion commune crée une dynamique unique. Contrairement à presque tout le monde dans sa vie, elle comprend pleinement le monde qui l'habite. Leurs conversations peuvent ne lui passer sans effort des questions familiales aux détails ésotériques des variétés de Calabi-Yau. Cela offre à Witten quelque chose d'incroyablement rare. Un père intellectuel dans sa propre maison, une partenaire qui comprend la nature de son travail, les frustrations d'un calcul raté et le frisson silencieux d'une nouvelle intuition. Cela déconstruit le cliché du génie solitaire, le remplaçant par une image plus réaliste et accessible d'un partenariat collaboratif et solidaire. C'est le témoignage d'une vie où de profondes recherches intellectuelles coexistent avec les éléments ordinaires et fondamentaux de la famille et de la camaraderie. Leur vie commune à Princeton, élevant leurs enfants, offre un aperçu de l'homme derrière le mythe. Alors que le monde voit le successeur d'Einstein, sa famille voit un mari et un père. Cette sphère domestique fournit un équilibre nécessaire aux pressions immenses et souvent isolantes de sa position à l'avant-garde de la physique théorique. C'est un monde calme et privé qui contraste fortement avec l'échelle révolutionnaire et universelle de ses idées publiques. Ce partenariat est un élément crucial de l'histoire de Witten, un rappel que même l'esprit qui voyage jusqu'à la 11e dimension a besoin d'un foyer, d'un lieu où la langue parlée n'est pas seulement celle des mathématiques, mais celle de l'expérience humaine partagée. Cet esprit unique, fonctionnant avec sa propre logique impénétrable et soutenu par une base personnelle stable, a tracé la voie de la physique théorique pendant près d'un demi-siècle. Mais alors que les années passent et que les expériences menées dans des endroits, comme le grand collisionneur de Hadron, restent silencieuses, ne parvenant pas à produire les particules supersymétriques prédites par la théorie, la question ultime se pose avec plus d'acuité que jamais. C'est la question qui hante la théorie des cordes et définit l'héritage de Witten. Cet esprit brillant a-t-il donné à l'humanité une véritable carte de la réalité ?
Ou a-t-il construit le plus magnifique et élaboré des châteaux en Espagne jamais conçus? Le verdict final reste à écrire, enfermé dans le tissu même de l'univers qu'il a passé sa vie à essayer de comprendre. Aujourd'hui, à l'Institut d'études avancées de Princeton, Edward Witten poursuit son travail. L'atmosphère est celle d'un dévouement calme et monastique, un lieu où le bruit du monde empirique s'estompe, ne laissant que le murmure de la pensée pure. Ici, le paradoxe central de l'œuvre de sa vie est un compagnon constant et silencieux. Des décennies après la seconde révolution des supercordes, la théorie des cordes n'a pas encore produit une seule prédiction testable sans ambiguïté. Les particules prédites par la supersymétrie restent insaisissables, absentes des débris de collision au grand collisionneur de hadrons. Les dimensions supplémentaires restent enroulées, invisibles. La théorie, malgré toute sa majesté mathématique, se tient d'un côté d'un vaste gouffre, la réalité expérimentale de l'autre. Pour ses détracteurs, c'est la preuve finale et accablante d'une belle idée qui ne décrit tout simplement pas notre univers. Mais voir les choses ainsi, c'est passer à côté des trésors profonds et inattendus mis au jour pendant le voyage. La quête d'une théorie finale a offert à la science des outils et des intuitions d'une puissance stupéfiante, changeant fondamentalement notre façon de comprendre le langage même de la réalité. Le plus puissant de ces dons est sans doute la correspondance ADS-CFT, une profonde dualité découverte à la fin des années 1990. Imaginez que vous ayez un univers complexe décrit par la théorie des cordes et la gravité, un univers existant à l'intérieur d'un volume conceptuel, c'est l'espace anti de Sitter ou Hadslah. Correspondance révèle que tout ce qui se passe à l'intérieur de ce volume gravitationnel est tridimensionnel et c'est parfaitement reflété par une théorie quantique plus simple et non gravitationnelle vivant sur sa surface bidimensionnelle. C'est comme un hologramme. L'image complexe en 3 dimensions est entièrement encodée sur une surface plane en 2 dimensions. Cette découverte a été un coup de tonnerre. Elle a créé un dictionnaire entre 2 domaines de la physique apparemment sans rapport. Des problèmes qui étaient incroyablement difficiles à résoudre dans un langage sont devenus abordables, presque simples une fois traduits dans l'autre. Elle a fourni une nouvelle façon d'étudier les trous noirs, la physique de la matière condensée et le comportement des particules subatomiques. Cette correspondance, descendante directe des recherches de Witten sur la théorie des cordes, est aujourd'hui une pierre angulaire de la physique théorique moderne utilisée quotidiennement par des scientifiques dont beaucoup ne se soucient pas de savoir si la théorie des cordes est la vérité ultime. C'est un outil d'une utilité indéniable, un puissant moteur mathématique qui fonctionne parfaitement, que le véhicule pour lequel il a été conçu atteigne ou non sa destination finale, cela soulève un point crucial quant à la place ultime de Witten dans le panthéon scientifique. Même si, dans un siècle, la théorie des cordes est reléguée au livre d'histoire comme une idée magnifique mais incorrecte, son héritage restera titanesque et assuré. La raison est simple. Edward Witten a révolutionné les mathématiques autant, sinon plus, qu'il a révolutionné la physique. C'est une figure qui transcende les frontières d'une seule discipline. Pour les physiciens, il est le mathématicien qui parle leur langue avec une aisance déconcertante. Pour les mathématiciens, il est le physicien dont l'intuition ouvre des portes dont ils ignoraient même l'existence. Son travail sur le polynôme de Jones, en théorie des nœuds, par exemple, a utilisé des concepts de la théorie quantique des champs pour résoudre un problème purement mathématique, laissant les mathématiciens à la fois stupéfaits et s'empressant de comprendre ses méthodes. Il a construit des ponts entre des domaines qui s'étaient éloignés pendant des générations, montrant qu'ils n'étaient pas des continents séparés mais des aspects différents d'un paysage intellectuel unique et unifié. Ces structures mathématiques qu'il a découvertes et éclairées ne dépendent pas de la réalité physique pour être vraies. Ce sont des théorèmes, des preuves et des intuitions géométriques aussi permanents et irréfutables que l'œuvre d'Euclide ou de Gauss.
Ce sont des vérités fondamentales sur la nature de l'espace, de la symétrie et de la forme. Les futures générations de mathématiciens emprunteront les ponts qu'il a construits pendant des siècles, explorant de vastes nouveaux territoires de la pensée. Le physicien S. James Gates Jr. a un jour fait remarquer que si la théorie des cordes s'avère fausse, ce serait comme si nous avions découvert l'ADN du XXe siècle, mais que nous n'avions pas la technologie pour en faire quoi que ce soit. Les contributions de Witten sont précisément cela, une collection de technologies intellectuelles d'une avancée à couper le souffle. Leur application finale est peut-être encore inconnue, mais leur puissance et leur beauté intrinsèque sont indéniables. Il a, en substance, fourni une nouvelle grammaire pour le cosmos, si profonde qu'elle sera étudiée et utilisée, quelle que soit l'histoire spécifique qu'elle finira par raconter sur notre univers. Cela nous oblige à affronter le pari intellectuel ultime au cœur de la vie de Witten. Que signifie, pour un scientifique de génie suprême, de consacrer toute sa carrière à une théorie qui pourrait rester non prouvée de son vivant, voire pour toujours? Dans un monde qui mesure souvent le succès scientifique par des résultats tangibles, des prédictions vérifiées et des applications technologiques, son chemin semble presque étranger. C'est une rupture avec la méthode scientifique conventionnelle, un voyage dans un royaume de pure raison où la cohérence mathématique et l'élégance esthétique sont les principaux guides. Ce n'est pas un chemin de recherche de confirmation, mais de poursuite de l'aboutissement logique d'une idée jusqu'à sa limite absolue, quelles qu'en soient les conséquences. C'est une forme d'exploration la plus fondamentale qui soit, repoussant les limites non pas du monde physique, mais de la connaissance humaine elle-même. Son travail est un témoignage de l'idée que la science n'est pas simplement un exercice de collecte de données et de test d'hypothèses. C'est aussi un acte de création, de construction de magnifiques structures intellectuelles pour elles-mêmes. C'est la construction de cathédrales de l'esprit, construites non pas de pierre et de verre, mais de logique et d'équation. Ces cathédrales sont conçues pour capturer un aperçu d'une vérité ultime et objective qui pourrait se trouver bien au-delà de notre portée expérimentale actuelle. Le dévouement inébranlable de Witten n'est pas un signe d'entêtement, mais d'une profonde conviction que l'univers, à son niveau le plus fondamental, doit être beau et mathématiquement cohérent. Il n'essaie pas seulement de décrire le monde, il écoute ses harmonies les plus profondes, composant une symphonie qu'il croit déjà inscrite dans le tissu de l'espace-temps. Le voyage a été tout simplement extraordinaire. Nous avons commencé avec un jeune étudiant en histoire, désillusionné par le monde désordonné et irrationnel des affaires humaines. À la recherche d'un système de vérité parfaite et démontrable, nous l'avons vu bifurquer vers le domaine le plus exigeant qui soit, le maîtrisant à une vitesse qui semblait presque surnaturelle. Il est devenu le leader incontesté de la première révolution des supercordes, pour la voir ensuite se fragmenter en 5 théories concurrentes. Puis, lors d'une seule conférence légendaire, il les a toutes unifiées avec sa proposition de la théorie M, déclenchant une seconde révolution et consolidant son statut d'héritier d'Einstein. Il n'a pas seulement résolu les problèmes qui se présentaient à lui, il a révélé des univers de pensée entièrement nouveaux, tissant la physique et les mathématiques en une tapisserie que personne n'avait jamais conçue. En fin de compte, l'histoire d'Edward Witten nous oblige à poser une question profonde sur le but de la science elle-même. Sa seule fonction est-elle de produire des technologies que nous pouvons utiliser et des phénomènes que nous pouvons mesurer? Ou y a-t-il aussi une place pour la grande quête, peut-être inaccessible, de la beauté ultime et de la cohérence logique? L'œuvre de sa vie est un argument en faveur de la seconde option. C'est la poursuite d'une idée si profonde qu'il faudra peut-être des siècles à l'humanité pour la rattraper. La grande théorie reste inachevée, ses dernières notes non écrites. Mais la symphonie inachevée d'Edward Witten n'est pas un signe d'échec. C'est un témoignage puissant et durable de l'ambition infinie de l'esprit humain et de l'échelle magnifique et sans fin de la quête pour tout comprendre.